Yeah. Money never sleeps, pal. Money, money, must be funny in the richest girl. Oh, the richest girl, if I get a little money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Ils avaient le droit de faire ça? Pourquoi? Le droit. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. I want you to deal with your problems by becoming rich. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Bonjour. Bon, alors c'est moi qui suis chargé de commencer en expliquant un peu une notion que j'avais juste effleurée dans le dernier débat en parlant d'une opposition entre dette contractuelle et dette tutélaire, mais ça renvoie plus fondamentalement cette opposition à la définition d'un concept qui est utilisé par un courant de chercheurs français qui cherche à proposer une alternative interdisciplinaire pour concevoir la monnaie et dans une perspective qui ne réduit pas la monnaie à un phénomène de la modernité capitaliste et étatique et qui vaut plus largement au niveau des sciences sociales, de l'anthropologie, de la sociologie. Alors cette notion, c'est celle de dette de vie, c'est-à-dire de faire remonter l'origine de la monnaie à un substitut de victime vivante dans les sacrifices. Voilà. C'est-à-dire que ça part de l'idée que dans toute société, il y a les individus n'existent pas en tant que tels, mais toujours en interrelation et au sein de groupements sociaux, que ce soit des clans, des familles élargies, des clans, des cités, des États, des empires ou des communautés, des corporations, etc. Et que il y a une relation spécifique entre les individus et le groupement social, et que les individus se représentent leur appartenance au groupement social à partir de la notion d'une dette entre l'individu et le groupe social. Et on ajoute à cela le fait que l'individu est mortel, hein, l'humain est mortel, et l'humain se distingue des animaux, des autres êtres vivants, y compris les animaux, à travers sa fonction symbolique très développée et le fait qu'il accède au langage et au symbolique, et que donc l'humain dans toute société se représente son lien d'appartenance à la société, dans son groupement social, à la société, cela représente sous la forme d'une dette de vie. C'est-à-dire du fait qu'il a reçu la vie sur la forme d'un don. Hein, l'homme reçoit la vie, il la donne en se reproduisant, en ayant des enfants, et il la rend au sens où il meurt. Et donc, c'est a priori, au départ, dans les sociétés les plus anciennes, où cette représentation à l'appartenance à une société, elle est complètement fondée dans la religion. Il n'y a pas de différence entre le politique, l'économique et tout ça, et le religieux. Et cette dette prend une forme d'endettement vis-à-vis de l'en-deçà et de l'au-delà de la vie, et qui est représentée soit par des dieux, dans le monothéisme par un dieu, ou dans beaucoup de sociétés qui n'ont pas d'étape, c'est les ancêtres, etc. Et donc, on a un lien symbolique, hein, on se représente la vie comme un lien symbolique. Et c'est une dette dans la mesure où l'homme est endetté puisqu'il a reçu le don initial de vie, et voilà. Et donc, ce don de vie et cette dette de vie fait qu'il faut honorer cette dette.
Et pour honorer cette dette vis-à-vis des autorités supérieures qui donnent la vie, qui représentent la vie, et qui donc sont, elles, quant à elles, éternelles et non pas mortelles, hein, immortelles, éternelles, eh bien, cette dette, on doit l'honorer par des paiements sacrificiels. En gros, à travers des sacrifices. Bon, on peut l'élargir avec l'histoire de sacrifices, des cérémonies, etc. Et en général, ces sacrifices, eh ben, c'était des sacrifices d'individus vivants, de vie. Bon. Et donc des sacrifices animaux ou humains. Voilà, c'est cette idée-là. Mais l'humain va progressivement développer des formes substitutives, parce que c'est pas rationnel d'honorer la vie en sacrifiant la vie. Là, il y a quelque chose qui se mord la queue, si vous voulez, d'une certaine manière. Et donc, il y a eu progressivement substitution d'objets en guise de paiement vis-à-vis des autorités mortelles créancières de la dette de vie. Voilà. Donc, pour faire court, voilà, je vais m'arrêter là. Je fais un grand saut et dans les sociétés modernes, étatiques et capitalistes, on a sécularisé cette représentation de l'origine du groupement de la société. C'est là on a les philosophes des Lumières qui vont inventer la notion de souveraineté du peuple. Hein, et donc on va faire redescendre sur terre les autorités souveraines. Hein, et à ce moment-là, il va s'opérer un renversement de la notion de dette de vie, c'est-à-dire que maintenant les humains ne vont plus être endettés vis-à-vis d'autorités transcendantes, mais elles vont être créancières de la dette en tant que souveraines, les populations sont souveraines, elles deviennent la créancière de la dette de vie qu'elles qu'elles transmettent vis-à-vis du tout social auquel ils délèguent leur souveraineté et qui en retour leur doit les paiements de dette de vie, c'est-à-dire l'entretien du capital de vie de la population, des individus. Et donc, la protection sociale. C'était là que vient la transformation, au gros, de la dette de vie en dette sociale dans les régimes démocratiques. Voilà, je m'arrête là pour un peu lancer le débat. Je pense que... Voilà. Non, Bruno, je pense que, même pour moi, c'est intéressant de savoir quel est le lien à ce moment-là avec la monnaie. Que représente la monnaie dans ce que tu viens de dire et à quel moment la monnaie sert à payer cette dette? Voilà, ben c'est la monnaie, parce que ces dettes, elles vont progressivement être quantifiées. Bon, parce que entre les autorités divines ou ancestrales, il va toujours y avoir des intermédiaires humains qui vont être les représentants sur terre de ces autorités. C'est-à-dire les prêtres dans les trucs religieux, les prophètes, les ancêtres ou les sorciers, etc. Et à ce moment-là, il va y avoir une quantification progressivement. C'est là que ces dettes vont être quantifiées. C'est-à-dire, on va, pour certains types de sacrifices. Bon, ça, c'est les anthropologues qui nous racontent ça, les archéologues. On s'aperçoit qu'il y a une quantification et qu'il y a le salaire aussi du prêtre qui fait le sacrifice. Enfin, c'est très compliqué. Il y a plein de formules différentes. Et en outre, cette dette de vie, elle prend aussi une autre forme dans les sociétés plus horizontales, qui est, j'ai parlé du don, on reçoit la vie, mais on la donne. Et pour la donner, eh bien, là, on est une espèce sexuée, et donc il doit y avoir des alliances matrimoniales qui sont préalables au fait à la filiation. Et donc, il y a ce qu'on peut appeler les dettes de vie diagonales qui articulent un niveau horizontal d'alliance entre les genres, les sexes, hommes et femmes, comment les femmes, etc., s'allient aux hommes pour la reproduction et pour donc une dimension verticale qui est la filiation, la succession des générations. Voilà. Okay. Et donc là, dans les mariages et dans le meurtre, aussi, il y a des paiements, il y a des dettes qui se créent entre les clans, puisque avec le tabou de l'inceste, il y a l'exogamie, il y a l'injonction d'exogamie, donc il faut échanger des femmes contre des biens, etc. Il y a des dots, enfin il y a toutes ces choses-là. Il y a aussi le paiement pour les meurtres,
etc. Quand vous tuez quelqu'un de la famille ou du clan, eh bien, il y a une dette. Alors, plutôt que de faire de la vendetta, de s'exterminer, eh bien, on va créer des paiements pour compenser les meurtres. Hein, d'accord? Et donc, on a ces doubles choses, et la monnaie devient un instrument de paiement pour les sacrifices qui permet jamais de, sauf pour les paiements horizontaux où ça peut arrêter complètement les dettes, pour les vendettas, par exemple, hein. Mais par contre, par rapport au tout social et à l'organisation verticale, là, on ne peut qu'honorer régulièrement la reconnaissance qu'on est endetté vis-à-vis du tout social. D'où, si je fais le saut, la fiscalité moderne, la fiscalité actuelle, c'est la forme que prend ces modalités de paiement de la dette de vie à l'État. Et là, on est dans des dettes qu'on ne peut jamais rembourser complètement, on ne peut que les honorer, puisque si on les rembourse totalement, ça veut dire qu'on se coupe de l'appartenance. Hein? Alors que pour les dettes contractuelles marchandes, la monnaie sert bien à mettre fin à une dette contractuelle. Hein, ça coupe la dette. Tandis que dans le cas des dettes tutélaires, des dettes de vie, etc., on ne fait qu'honorer, reconnaître qu'on continue à appartenir au groupement. Quand vous êtes dans une association, c'est la même modalité. Vous payez une cotisation à l'association. Et pour continuer à appartenir à l'association, eh ben, vous renouvelez votre paiement de cotisation. Ok. Alors, je crois que ça résonne quand je parle. Je pense peut-être parce que il faut que tu mettes sur mute. C'est moi? Je crois. Ah, je mets mute, ok. Ah, super. Donc, c'est très intéressant. Mais alors, il y a cette histoire de dette de vie, je le ressens, moi, personnellement, comme une négativité. C'est-à-dire qu'on est avec une dette. Et par exemple, j'entendais une des premières définitions que tu donnes, c'est on est des victimes vivantes, par exemple. Et voilà, c'est une dette entre les individus dans la société, etc. Et je pense que alors, je vais te challenger un peu quand tu dis que c'est pour contrer ce qu'est la modernité capitaliste et le monde dans lequel... En fait, je pense que ça s'inscrit complètement dans le capitalisme. Alors, je vais expliquer pourquoi, parce que deux points de vue, le premier, c'est un point de vue social, parce que je pense qu'il y a une inversion. Pour moi, la dette, c'est un moyen de dernier recours. Parce que, par exemple, et je pars dans le même sujet, hein. Disons que la vie, Dieu, ça dépend si on croit en Dieu ou pas, et dans tout ce que tu racontes, il y a beaucoup de religiosité d'une certaine façon. Et donc, il nous a donné un temps entre A et B, l'instant où on va naître et l'instant où on va mourir. Et de ce temps-là, on en est libre. Et c'est cette liberté du temps qui fait qu'on est humain et qu'on a le libre arbitre et de faire ce qu'on voudrait. Normalement, alors moi je suis un peu rousseauiste, je pense que l'homme a été créé de la meilleure des façons. C'est-à-dire qu'on est né pur. Et j'écoutais Guillemin ce week-end et j'ai partagé avec les gens dans les réseaux sociaux qui justement disaient que, en parlant de Jésus, il disait qu'une des phrases qu'il a marqué le plus dans la Bible, c'est le royaume de Dieu est en vous. Et il a essayé de comprendre cette phrase-là d'un point de vue théologique et philosophique, et il a voulu savoir ce que ça voulait vraiment dire. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en chacun de nous, on est imprégné originellement par l'Esprit de Dieu et donc par le bien. Mais il l'explique aussi philosophiquement. Et donc, quand on prend Rousseau, c'est aussi un peu la même idée qui ressort. Et donc, pour moi, la monnaie, je le vois juste comme le petit bonbon qu'on donne ou la petite étoile qu'on met à quelqu'un quand il a fait une bonne action. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de monnaie? Normalement, on n'a pas besoin. On travaille si on est altruiste dans la société. Et si on a on a un surplus, ce surplus-là, on est censé le donner. Voilà. Mais ça, on sait très bien que c'est donné à des gens très, très sages. Philosophiquement, je parle. Hein.
sage, c'est-à-dire avec une capacité de jugement qui saurait que le bien commun serait qu'on se partage les choses s'il y a un surplus. Que le surplus peut être vu comme une chance ou comme plutôt une responsabilité, mais pas comme un privilège. De nos jours, le capitalisme, c'est quoi? On est tous comme des petits-enfants. Celui qui a le plus et qui en amasse le plus, c'est lui l'aura et c'est à moi et c'est pas à toi. Et quand on vient de lui prendre par les impôts, il se plaint, il crie, il gueule. C'est vraiment on a des comportements de petits bébés à la crèche. Et donc, pour moi, voilà. Donc, c'est donné que à des gens qui sont altruistes, qui savent qu'ils doivent être dans le don par rapport au surplus. Mais comme nous vivons dans une société qui n'est pas altruiste et où tous les gens sont, resetés par la société et formés par la société, cette société capitaliste qui nous rend cupides et qui nous oblige ou qui nous pousse à accumuler et à montrer notre richesse par l'argent, les femmes, les voitures, donc tout ce truc qui fait rêver tout le monde. Donc je pense que la couche, je la vois comme une fusée Ariane. Donc la première couche, c'est la couche de l'altruisme, du don. La couche d'après, c'est celle du commerce. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont besoin, eux, d'avoir la note. Ils ont besoin de savoir numérairement ce qu'ils ont apporté à la société. Donc, je crois que dans un de tes écrits, tu appelles ça la monétarisation. J'ai bien aimé le nom. En gros, ils veulent avoir une note. Moi, quand les contrôles n'étaient pas notés, je m'en foutais. Quand ils étaient notés, ça me plaisait. Je trouvais ça comme un challenge. Okay, et je pense que ça, c'est pour des gens qui, je vais les appeler les optimistes. Ils ont besoin de travailler et de leur dire, voilà, tu as bien fait ton travail, voilà ce que tu as apporté à la société, comme des jetons. Et après, il y a la phase d'après. Alors, tu en parles jamais, ou très peu. C'est le commerce du temps. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que les gens, soit ils sont libres de leur temps et ils font don du surplus qu'ils ont eu, soit ils font commerce, c'est-à-dire qu'ils échangent librement un bien contre un bien, avec une monnaie qui donne numérairement ce qu'ils ont apporté à la société. Et la phase d'après, c'est faire en sorte, alors c'est comme les physiocrates l'ont bien expliqué, ou Calvin, faire en sorte que la monnaie elle-même est un objet digne de s'échanger. Et ça, c'est la perversion originelle, le péché originel du capitalisme. Donc, tu dois savoir plus que moi que Max Weber explique que là, c'est à ce moment-là qu'est né le capitalisme. Enfin, une fois qu'on fait du commerce du temps, il faut qu'on ait la coquille, qu'on ait le véhicule. Comment on peut faire en sorte, justement, de s'enrichir grâce à ce commerce du temps? Parce que le commerce des biens et des services, oui, c'est très sympa. Il y a plus sympa que ça, sans rien faire, en faisant commerce du temps des gens, en leur volant leur temps, eh ben, on va pouvoir s'enrichir et de façon exponentielle grâce au taux d'intérêt. Alors, exponentielle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste l'effet boule de neige. Plus j'endette quelqu'un, plus il me paye d'intérêt et plus il me doit de la dette, etc. Et je deviens de plus en plus riche. Et c'est pour ça que dans le capitalisme, on arrive à des situations exubérantes comme à la fin des années 20 ou à la fin ou aujourd'hui, où les richesses sont concentrées. Et là, il y a la phase ultime, c'est la dette. On va faire de la monnaie en même temps l'outil des échanges, un outil qui peut s'échanger, mais aussi la coquille de la dette. Et donc, on a inversé complètement le sens des valeurs. C'est-à-dire que dans le capitalisme, tout ce que je viens de raconter, on peut le raconter dans l'autre sens. On s'endette d'abord, on achète une maison sur 30 ans, on achète une télé, et la société s'endette. Derrière, on doit rembourser les intérêts, c'est-à-dire le commerce du temps. Après, bien sûr, hein, ça passe bien avant de vendre les produits et les services. Hein. Le banquier, si vous ne le remboursez pas, vous êtes mort dans la société, ou une société fait faillite si elle ne rembourse pas son banquier. Et donc, derrière, on fait le commerce, comme on vient de le raconter, c'est une fusée à l'envers. Hein. Il fallait juste retourner la fusée, et à la fin, il y a des gentils qui vont aider dans des associations, ou qui vont donner de l'argent au Resto du Cœur, ou qui vont aller chez... En fait, on a inversé, c'est vraiment ceux-là, oui, c'est des gens un peu qui veulent faire des bonnes actions, et ça vient en surplus à la fin, une fois qu'ils ont payé leurs impôts, leurs taxes, leur temps au banquier. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense que commencer par la dette, c'est être un peu dans la même logique que le capitalisme financier, ce que je dirais le capitalisme usuraire. Voilà. Je ne sais pas ce que tu t'en penses. Par contre, il y a le micro qui est... Bruno,
Bruno, on t'entend pas. Bon, faut que je remette, voilà. J'oublie toujours de remettre le micro. Donc voilà, oui, et parce que notre perspective analytique, elle n'est pas de partir du capitalisme, elle est de considérer, c'est une perspective anthropologique. C'est-à-dire que dire la monnaie, ça existe dans des sociétés non marchandes et qu'il n'y a pas d'État. Le grand laboratoire scientifique, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est tous les travaux des anthropologues sur les différentes organisations sociales qui existent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont des petites sociétés, mais qui sont isolées les unes des autres par des chaînes de montagnes et qui donc ne communiquaient pas entre elles. Et on s'aperçoit qu'elles sont organisées, elles ont des constantes entre elles, mais elles sont organisées elles-mêmes de façon très différente. Ce qui se voit à partir du moment où il y a eu la colonisation, et on s'aperçoit que certaines de ces sociétés se font complètement bouffer par les valeurs de la colonisation, l'État de Papouasie. Il y en a d'autres qui arrivent à résister totalement, à isoler, et un troisième type, ils arrivent à intégrer les valeurs et les monnaies du colonisateur, mais les réinsérer dans le cadre de leur système social propre. Et donc là, tu vois l'idée, et il a donc, moi je pars de la notion de dette comme concept de relation sociale, de rapport de droits et obligations réciproques, mais qui est médiatisé par la monnaie, c'est-à-dire par un instrument, par un système technique de monnaie qui prend ce que j'avais développé dans la séance, qui est à la fois un système de compte, des objets qui s'échangent, qui servent à couper des dettes ou à honorer des relations sociales, et en plus une organisation, des règles, etc. Donc, moi, je ne suis pas pour parler de la dette, hein, mais une société, c'est une pluralité de dettes avec une pluralité de formes de relations sociales. Tu as raison, dans le capitalisme, alors moi, je vois pas une fusée à 3 étages, mais je vois ce qu'on appelle une topologie, c'est-à-dire une société où tu as une pluralité d'ordres sociaux qui sont régis par des règles, des logiques différenciées et différentes. Alors, tu vois, ta fusée, moi, je la vois plutôt un espace où j'ai 3 logiques sociales. La logique, tu as raison, du capitalisme, qui est une certaine forme d'utilisation de la monnaie. Hein. On peut revenir sur sa source. J'avais parlé l'autre fois d'un processus tous les sociologues sont d'accord pour dire que nos sociétés sont le résultat de processus de différenciation sociale, de complexification sociale, où le politique se sépare du religieux, l'économique du politique, etc. Et donc c'est certes une logique capitaliste d'accumulation, avec un certain type d'endettement, avec un certain type de monnaie, la monnaie de crédit que tu vises, là, la monnaie qui est un actif elle-même, qui se confond avec la dette, mais une dette qui est contractuelle, que tu peux quand même couper si tu as accès à la monnaie. Bon, le problème, c'est que tout le monde n'a pas accès à cette monnaie. Hein. Mais par contre, il y a aussi une autre sphère qui est le politique. Hein. On parle de corruption quand les valeurs de l'ordre économique capitaliste pénètrent le politique. Maintenant, quand même, dans les systèmes démocratiques, on parle de corruption du politique, puisque cet argent, pour reprendre le mot, l'argent qui est la monnaie du capitalisme, eh bien, il vient dicter ses lois à l'intérieur du politique, alors que le politique, il est censé fonctionner sur une toute autre base, qui est la citoyenneté, qui est l'égalité des individus, un homme, une voix, hein, en gros, que ce soit un patron et son salarié, eh ben, ils valent la même chose dans le vote. Donc, c'est un modèle de représentation des rapports sociaux qui est quand même radicalement différent et où la logique politique, elle n'est pas d'accumuler de la richesse, hein, mais quand elle est spécialisée, c'est plutôt d'accumuler du pouvoir sur les autres, d'accumuler des réseaux, d'accumuler des clients
quand on n'est pas dans un régime quand on a un régime qui est oligarchique, qu'est-ce qu'ils cherchent à accumuler, les régimes oligarchiques, les classes dominantes dans le régime? Eh bien, ils accumulent des hommes. Ils ont leurs clients, ils ont leurs hommes de main, etc. La richesse, c'est pas ça qui les fait jouir, c'est pas l'argent qui les fait jouir, c'est le pouvoir qui les fait jouir. Et on a aussi une autonomisation de la sphère domestique, où là encore la logique est différente. Et là, on va voir ce que tu as évoqué, le don contre don. Il va être là, c'est-à-dire dans l'ordre domestique, a priori avant, il n'y avait pas de différenciation par rapport aux politiques et à l'économique, mais quand on a inventé la famille nucléaire, et dans la famille, ce n'est plus un lieu de travail où on gagne son pain, et en même temps, c'est pas un système politique, la famille, où on accumule du pouvoir, eh bien ça, les sociétés modernes ont conduit à cette notion d'ordre domestique qui est mis à distance aussi bien du capitalisme que de l'État. Et là où on a des relations de réciprocité. Alors, la devise républicaine permet d'illustrer ça, puisque tu as liberté, c'est la liberté d'accumuler du liberté, en gros, dans la sphère économique. Égalité, c'est la sphère politique, un homme, une voix. Et fraternité ou réciprocité, c'est la logique qui prédomine dans l'ordre domestique. Tu vois un peu cette idée. Et donc, alors, évidemment, actuellement, avec 40 ans de néolibéralisme, une logique où c'est la liberté non mesurée qui est non limitée, qui domine, c'est l'emprise c'est pour ça qu'on a dédémocratisé d'une certaine façon nos sociétés, en laissant la logique économique s'imposer aussi bien aux politiques qu'à la vie de famille, à notre vie quotidienne, etc. Et voilà. Alors, un élément auquel, je vais te repasser la main tout de suite, mais l'idée, pourquoi la monnaie? Ce qui est intéressant de la monnaie, même dans les dettes tutélaires, c'est parce que c'est sa dimension de commun et de mesure. Et mesurer au double sens du terme. Quand tu mesures, c'est à la fois tu limites. Et donc, quand on paye à partir de la monnaie qui mesure les dettes tutélaires dans lesquelles elles peuvent être bonnes ou mauvaises, évidemment, en fonction des rapports de pouvoir qui existent dans la relation de tutelle. Et pour ça que la démocratie, c'était, c'est nous qui allons définir les positions supérieures et aussi bien que les positions inférieures. Mais là, dès l'instant qu'on est passé à des paiements en monnaie, eh bien, les dettes étaient mesurables et elles n'étaient pas illimitées. Tu vois? C'est donc, par exemple, si tu veux, ça veut dire que elles étaient déterminées à l'avance. L'endettement, c'est pas comme quand tu es esclave, quand tu es salarié, c'est pas comme quand tu es esclave. Parce que là, il n'y a pas, dans le rapport maître-esclave, il n'y a pas la monnaie qui vient mesurer la dette et limiter le pouvoir du maître sur l'esclave. Dans le salariat, il y a une médiation monétaire entre le patron et l'ouvrier, mais cette relation, elle mesure, elle empêche une domination illimitée du patron sur le salarié. Voilà. C'est très intéressant. Oui. Et alors, j'ai bien compris le concept maintenant, et j'ai envie de te dire vraiment parce que comme mon métier c'était de modéliser, vraiment de modéliser au lieu de parler de dette de vie, moi j'ai envie de te dire comme je modélise le système, moi c'est plutôt la vie libre plutôt que la dette de vie. Et alors pourquoi je dis la vie libre? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on nous a donné notre vie pour être libre de nos actions, et c'est à nous de choisir notre cheminement dans cette société et autres, et de choisir de faire la bonne action ou pas en société. Et donc, si on devait voir le monde en deux dimensions, et normalement,
ce qui nous importe le plus, c'est la dimension, je vais dire, de l'abscisse, X. C'est-à-dire les relations entre nous qui font société. Le but, justement, c'est de faire le plus possible société et apporter aux autres notre apport. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'un numéraire pour beaucoup d'entre nous. On n'est pas tous altruistes et on a besoin d'un numéraire. Mais il y a des gens dans ce X qui, eux, justement, ne voient pas la vie comme une liberté, n'acceptent pas notre finitude, n'acceptent pas notre mort. Et je pense que eux voient la vie comme une dette et ils aimeraient bien, ces gens-là, avoir un peu la vie infinie, on va dire. Alors, il y a deux types, et c'est pour ça que c'est eux qui nous ont modelé ce monde capitaliste et que j'ai bien compris que, là, j'ai bien compris que tu ne te places pas dans ce monde-là. Mais en gros, ce monde capitaliste, qu'est-ce qu'il permet? Il permet justement, par la dette avec intérêt, donc pas la dette de vie, mais la dette avec intérêt, la dette telle qui est aimée par la finance et qui est traitée à longueur de journée par la finance. Et en fait, par cette accumulation, eux vont se protéger. Alors, ils vont se protéger de deux façons. Il y a l'accumulateur, que je vais dire, c'est le Cupide, c'est l'homme pour moi, fait de feu. Ce gars-là, il va vouloir accumuler de l'argent par défi contre la mort. Il va défier la mort. Il va dire, moi, je vais accumuler le maximum, et dans sa tête, il a une équation qui est très simple. Le temps, c'est de l'argent, c'est du temps. Plus j'accumule de l'argent, et plus j'ai une vie infinie. Et bien sûr, l'argent égale aussi pouvoir. Donc lui, il est dans la défiance. Mais il y a son copain. Et je pense que c'est à cause de son copain que le Cupide nous maîtrise, c'est l'avare. Lui, l'avare, il va être aussi dans le même modèle d'accumulation, mais dans un sens défensif. Il ne veut pas défier la mort, il a peur de la mort. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il accumule tel un avare pour se dire, voilà, j'ai un coussin de sécurité qui me permet de... alors, c'est marrant, hein, parce que quand j'attaque les gens un peu sur les taxes ou quoi que ce soit, les plus virulents sont les avares. Parce qu'en fait, je pense qu'on les touche au plus profond d'eux-mêmes. Quand on parle de taxer, de partage, et en fait, ce qu'on touche, c'est justement à leur sécurité. Parce qu'ils sont construits par cette accumulation une sensation de sûreté et de sécurité. Et en fait, ça, je me place dans le X. Maintenant, si je devrais me placer dans le Y, alors... J'ai vu dans tes écrits que le Y, alors ce que je vais définir comme le Y, dans tes écrits, j'ai vu, on pourrait dire que c'est la foi en Dieu, c'est la foi dans le cosmos, ou comme disait Jean Jaurès, l'infini lointain. Ok, peu importe. Et il y en a, elles vont pas du tout penser à ça, c'est dur, juste dire j'ai envie d'être une bonne personne par rapport à moi-même et par rapport à ce que je pense être les bonnes actions. Et en fait, plutôt que de voir ça comme une dette, moi, les bonnes actions que je rembourse contre la vie, je le verrai comme un investissement. Par exemple, je prends un exemple, que ce soit dans la Torah, dans la Bible ou dans le Coran, il y a une incitation à donner constamment, constamment. Et c'est un investissement pour quand? Justement, la vie ne s'arrête pas, elle va continuer. En gros, la vie, c'est qu'un grain de sable. Derrière, on vous promet l'infini, parce que Dieu est infini. Investissez ici et vous aurez beaucoup là-bas. Alors, que ce soit la Shadaka dans la Torah où c'est multiplié par 10 les dons, ou dans l'islam. Alors, il y a un verset qui est très, très spécifique où il dit « Ceux qui donnent un, c'est comme s'ils avaient semé une graine qui a donné une plante avec 7 épis et sur chaque épi, il y a 100 graines. Donc, ça fait fois 700. Ça donne vraiment envie de donner. Imaginons aujourd'hui, si on promet un 3% à quelqu'un, il va courir. Alors que là, c'est fois 700. Et justement, il y a une incitation au don. Et c'est marrant parce que c'est complètement, je pense, le contraire de l'idée de dette. C'est plutôt l'idée positive, c'est plutôt la carotte que le bâton. C'est-à-dire, donner, donner. Et comme il dit le chanteur, Dieu vous le rendra. Voilà, il vous le rendra ici, une petite partie, et une grande partie dans l'au-delà. Mais voilà, c'était juste pour inverser. Donc, au lieu de dette de vie, la vie libre. Et au lieu de rembourser la dette, je dirais plutôt que c'est un investissement.
Les bonnes actions, Non, c'est un la investissement. dette est toujours une créance. Tu vois, on dit dette, mais la dette de l'un, c'est toujours la créance de l'autre. Hein. Alors, cette créance, elle peut être collective, hein, ça peut être la créance d'un groupement sur les individus ou l'inverse. Et donc, quand tu dis l'axe vertical, c'est le bien, non, mais je veux dire, les relations de dons et de réciprocité, de dons contre dons, etc., qui n'impliquent pas un retour immédiat et au même endroit, c'est un peu ça que tu dis. Hein. Oui, c'est pas entre les X, c'est pas entre les Je gens. donne là, mais je vais récupérer au paradis. Voilà, Hein, par exemple. de même, mais ça, c'est très prégnant dans le monde capitaliste américain, anglo-saxon, Ouais. et parce que ça correspond à la vision, en fait, de Locke, et ça correspond à une vision de la souveraineté du peuple très particulière, qui est celle de Locke, et avec une certaine conception de la monnaie. Mais, et toi, tu as cité Rousseau, si tu prends Rousseau et si tu prends d'autres philosophes, ils ont des conceptions de la souveraineté du peuple et donc de notre place dans la société, de notre rapport à la mort qui va être différent. Et notamment Fichte aussi, les Allemands, etc. Eux, ils n'ont pas une vision aussi individualiste que Locke. Locke, c'est une sorte d'individualisme radical. Alors, évidemment, la question de la mort, c'est l'angoisse de la mort qui est derrière tout ça. Dans le monde anglo-saxon, c'est très simple, ça explique le système des fondations Gates, Rockefeller, etc. Les gens, ces riches Américains, hein, d'abord, ils sont partis de l'idée qu'il y a un péché originel. Mais comment tu te rattrapes du péché originel? Eh bien, en étant obligé de travailler. Et ça, alors, tu es soi-disant un individu souverain, mais tu dois respecter le péché originel. Et donc, c'est pour ça que tu as les pauvres méritants et les pauvres non méritants. Hein, les chômeurs, bon voilà. Et donc, déjà ça. Mais pour arriver à l'immortalité, ils ont un moyen tout à fait bien aux États-Unis. On place son argent gagné, accumulé de façon capitaliste, dans une fondation où cet argent est inaliénable et en plus il y a des incitations fiscales. Ça correspond à une société individualiste radicale hein, et libertarienne en fait, quant au fond. Et à partir d'une fois que ces fonds sont mis dans une fondation, ça sera la fondation avec le nom de la personne, Rockefeller, Morgan, Ford, Gates, maintenant c'est Facebook, là, comment il s'appelle là. Il y a la fondation Facebook, etc. Et là, l'argent, il est dans une forme de trust, d'ailleurs ça s'appelle trust, ouais, et il y a un droit médiéval, et on ne peut pas y toucher, et il est placé, et il rapporte des intérêts, et cet argent va servir à la bienfaisance. Alors dans l'islam, il y a toute l'histoire des vagues, comment on appelle ça, les grands organismes de bienfaisance. Waqf, c'est ça. Voilà, c'est l'équivalent qui est… Ouais, c'est exactement la même chose, dans l'investissement à l'infini. Voilà. Mais donc là, on est dans des représentations qui sont pas aussi sécularisées que dans le cas de l'Europe occidentale, où là, on voit il y a des restes de religion qui sont très prégnants. Sur le dollar américain, il y a marqué « In God we trust hein. ». Les présidents signent sur la Bible hein, quand ils prennent la présidence. Donc, c'est une société qui est très religieuse en plus. Et donc, avec une vision du rapport. Et comment on s'immortalise? À travers l'argent. Hein. En Europe, on s'immortalise plutôt comment individuellement? À travers les idées, à travers les œuvres que l'on laisse. Voilà. Donc, tu as des modes d'image. Et là, l'argent joue. C'est pas par le marché que ça passe. Hein. Ça va passer par des statuts sociaux, ça va passer, etc. Bon. Par le symbolique, bon, alors, j'ai parlé de 3 sphères, mais il y a aussi la sphère du symbolique. Hein. La sphère du symbolique, où c'est la sphère de la science, de la culture, des œuvres d'art, de l'art, etc., où les hommes peuvent s'investir et font œuvre
Mais alors, ils accumulent des œuvres. Voilà, ils accumulent des œuvres. Et là, bon, on devient un prix Nobel, donc on est, etc., etc. Voilà, donc tu vois bien que ce qui est important, c'est de voir que dans chaque État, dans chaque société, les modalités de se représenter la dette de vie sont différentes. Les modalités, c'est-à-dire que la dette de vie, ça n'existe pas en soi, c'est une représentation symbolique, c'est une croyance. Et on se croit endetté, c'est pour ça que c'est très proche du religieux, mais ça peut être des religions sécularisées. Et là-dessus, sur le meilleur là-dessus, c'est John Dewey qui raconte quand il parle de la foi, mais lui, c'est peut-être une foi civique. C'est pas forcément renvoyant à une transcendance, mais évidemment pas. Il y a toujours un retour même quand la société est construite comme immanence à partir des individus qui font un contrat social. Tu as cité Rousseau. Quand il parle du contrat social, c'est les individus. Et ça, c'est une fable aussi, d'une certaine manière. Parce que le processus historique, il s'est pas fait comme ça. Tu as d'abord eu des sociétés totalitaires, et qui se sont ensuite progressivement différenciées. Et c'est jamais des hommes qui se sont rassemblés, puis qu'on fait sur l'agora, et qui ont fait Alors, il y a eu ça. Mais déjà avant, même quand les Grecs ont inventé la démocratie, auparavant, ils étaient déjà en société et c'était pas du tout sur le modèle du contrat social. Donc c'est progressivement que la société se démocratise, un processus se sécularise et se démocratise. Alors tu as ça d'un côté et évidemment de l'autre côté tu as les propriétés propres à la monnaie, qui font que d'un commun, elle peut être appropriée privativement et être émise selon des modalités particulières à chaque phase historique, etc. Donc, on l'a vu avec les séances à l'origine, l'État a fait un saut. Alors, tu as de la monnaie qui est pesée, tu as de la monnaie qui est frappée par un État, tu as de la monnaie de crédit qui est en fait signée, on peut dire. Et puis, tu as des monnaies au niveau international, des monnaies qui sont changées, qui tirent la confiance qu'on a en elles avec des processus très différents. Mais donc maintenant, on est dans une société où le rapport au temps a changé. Mais y compris si elle n'était pas capitaliste, même une société socialiste, le rapport au temps a changé. C'est-à-dire que maintenant, la capacité, les individus ont un niveau d'éducation et ils se projettent dans le futur. Ils se projettent dans le futur. Alors, cette projection dans le futur, dans la sphère capitaliste, ça donne les produits dérivés, ça donne les marchés à terme, etc. Mais du côté de l'État, ça peut donner l'idée que on va construire une société de bien-être avec un système de santé, avec une éducation, etc., qui n'est pas régie par les principes du marché, mais par des principes de buen vivir, de tout ce qu'on veut. Tu vois, là, l'usage de la monnaie et la manière d'émettre de la monnaie dans chaque cas est différent. Par contre, dans les systèmes monétaires modernes, que la monnaie soit émise selon une certaine logique, par la puissance publique pendant les 30 Glorieuses, par exemple, ou par ce que les anglo-saxons appellent la fiat monnaie, en disant c'est pas une monnaie de crédit, je vais revenir sur ce point parce que c'est important, et puis tu as la monnaie de crédit bancaire qui a pris le dessus, et ça c'est ce que tu as décrit avec l'intérêt, etc. Et la monnaie se confond avec la dette là. Mais le problème dans une société différenciée, c'est que cette monnaie de crédit bancaire sert aussi au don et elle sert aussi à payer les impôts. Et elle dicte sa logique dans des ordres de pratique où elle n'a rien à faire, où sa logique est contradictoire, c'est-à-dire qu'elle atrophie ses sphères au lieu de permettre un développement. Parce que le marché, moi, me gêne pas, c'est l'accumulation capitaliste qui me gêne. Le marché, c'est une sphère, s'il est bien équilibré, s'il est maintenu à sa place
et qu'il est équilibré par de la redistribution et aussi par une sphère domestique, l'espace public ou les relations, comme tu as dit, de don contre don, de réciprocité, c'est pas toujours pour le bien, ça peut être aussi pour le mal, le don. Hein. Et le don contre don, il y a aussi des rapports de domination qui peuvent se mettre dans le don contre don. Hein, bien sûr. Dans les sociétés où les aînés, ils ont le pouvoir sur les cadets ils sont pas contents. Hein. Et ils aimeraient bien, eux, ils préfèrent aller sur le marché salarié plutôt que pour contrebalancer la domination des aînés sur les cadets. Tu vois, il y a dans chaque sphère, de même l'impôt, ça peut être utilisé de façon très positive ou très négative pour financer des armes, etc. Donc, à chaque fois, mais ce qui est important, moi je pense, de voir, c'est une société équilibrée, elle va mêler ces trois principes. Il faut trouver un équilibre optimum pour régler ces trois principes. Et dans la période actuelle, on en a vraiment besoin parce que là, notre rapport à la nature doit être complètement reconsidéré. Parce qu'on est arrivé, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais c'est le fait que toutes ces sociétés se sont développées à partir d'une logique d'exploitation de la nature, de maîtrise et de domination de la nature. Et on a franchi un cap, hein, et maintenant, c'est la grande question, il faut reconsidérer ça. Mais tu vois un peu la distinction, oui. C'est la pluralité des dettes qui est importante, et les dettes, c'est toujours des créances. Alors que là, on est omnubilé par l'accumulation des dettes publiques, mais les dettes publiques, c'est des dettes contractuelles, tu as raison, c'est du capital, etc. La dette des ménages, c'est pareil. On les endette, les ménages, pour atteindre, parce qu'on réduit leur salaire de façon à pouvoir les endetter, mais avec le problème que quand tu continues à réduire les salaires, tu peux plus payer les intérêts de la dette, et voilà. Bon, pareil, les entreprises aussi, actuellement, il y a une accumulation de dettes du monde des entreprises qui est faramineuse, etc. Et tu as raison de dire que là, c'est une fuite en avant. Moi, j'ai un certain âge et avant, on disait financer de la dette par de la dette, c'est complètement aberrant, c'est de la cavalerie. On appelait ça de la cavalerie. Jamais il faut financer, parce que là, c'est infini. Maintenant, c'est devenu le sport national. Tout à fait normal, alors que on sait très bien que ça va dans le décor. Et tu as tout à fait raison de le faire. C'est pour ça que moi je plaide pour des formes de création monétaire alternatives à la monnaie de crédit bancaire. Donc des monnaies fiscales, l'État qui remettrait, bon c'est connu, ça existe, et puis des monnaies locales dans la sphère domestique. On voit très bien que les communautés entre elles ont besoin aussi d'avoir des médiums monétaires pour gérer leurs relations sociales. Alors, tu as parlé du temps. Et moi, ce que je trouve très intéressant actuellement, et là, je débasse mon temps, excuse-moi, c'est les monnaies temps, justement. C'est tous les systèmes d'échange de temps, de ce qu'on appelle les banques de temps et les systèmes d'échange locaux qui sont fondés, eux, sur le principe démocratique que tu échanges une heure de travail ou d'activité contre une heure d'activité. Et là, tu échanges des prestations. Hein, tu as des transactions mais qui sont mesurées en temps, c'est-à-dire quelle que soit ta formation, ton niveau, ton statut, etc. Eh ben, une heure de ton temps, ça vaut l'heure de temps d'un autre. Et il y a des échanges sociaux qui se développent comme ça. Et c'est des monnaies mutualistes, en fait, c'est des monnaies mutualistes. Juste avant de parler de monnaie libre de tête et du rapport au temps et de la culpabilité de la dette, parce que j'ai vécu en France et en Angleterre, et donc j'ai vu vraiment deux visions différentes. Alors, je pense qu'en France, il y a un peu dans l'esprit que la luxure, c'est pas bien, l'argent, c'est pas bien, c'est sale. Moi, quand je disais que je voulais devenir peut-être banquier, mais pourquoi? Et en Angleterre, ils n'ont pas du tout ce problème. C'est-à-dire que en France, on a complètement laissé de côté toutes les questions économiques et financières. Et je le vois à travers ce que je fais sur Mediapart ou sur Twitter. La culture économique et financière des Français est archi nulle. Avec tout le respect que je vous dois tous, elle est archi nulle comparée à ici. Ici, un plombier, il vient à la maison et j'hallucine.
il parle action, il parle de dette, il parle de tout. Déjà, il gère lui-même des fois sa retraite. Le mec, il a un compte action, il le gère et il comprend tout. Les dividendes, je t'entends pas, Bruno. Tu parles pour l'Angleterre? Oui, pour l'Angleterre. Oui, il y a une culture financière. Et en France, c'est plutôt par les idées. Mais le problème, c'est qu'en délaissant le pouvoir financier et économique à des gens et délaissant le savoir, eh ben, ce qu'ils font ces gens-là, c'est-à-dire on va dire les lobbies bancaires et leurs meilleurs clients, qui sont les milliardaires qui ont tous les médias, c'est justement de nous dominer grâce à notre inculture. Et on le voit très bien avec Villeroy de Galhau. Quand il vient, il prend vraiment les gens pour des cons. Et il les met constamment, c'est toujours le même discours de culpabilité. On a une dette, ça se rembourse. Moi, si j'emprunte à Madame Michu 100 € et que je lui dis que je ne vais pas rembourser, alors, il nous met dans des situations comme si l'État était Madame Michu. Voilà à quel niveau il met Madame Michu pour nous culpabiliser. Et donc, ça aussi, c'est un problème parce que, en gros, la dette est le meilleur moyen d'aliéner les gens. Je pense, moi, que une des raisons pourquoi en 68 ça a explosé et pas en 2019, décembre 2019, et je le disais, ça n'explosera pas, vous êtes tous endettés, vous allez faire joujou dans les rues pendant 2-3 semaines et vous allez rentrer au bercail et tout le monde le sait, parce que vous n'avez pas le même taux d'endettement que les 68ards. Les ouvriers en 68, pour acheter leur maison, la moyenne c'était 10 ans, la moyenne des crédits bancaires. Déjà c'est la moyenne parce que ça ne pouvait pas aller au-dessus de 10 ans jusqu'en 67. Donc, ils n'étaient pas endettés. Et la dette, c'est une façon d'aliéner, de rendre coupable la société. Et en même temps, ce qui est joli, c'est ce que tu as dit, c'est que quand il y a une dette, en face, il y a une créance, c'est miroir. C'est que, d'une certaine façon, la meilleure façon de devenir riche en France, c'est d'endetter le peuple. La dette des uns et la richesse des autres. La monnaie dette, la monnaie usuraire qu'on est en train d'utiliser là, c'est une monnaie de stock. C'est-à-dire que ce n'est pas une monnaie de flux. Elle est aussi une monnaie de flux, bien sûr, parce qu'on paye avec. Mais le but, ce n'est pas de... moi, je le vois, des gens, ils sont constamment sur des chiffres, et ils ont cette sensation de richesse. Ils regardent leur portefeuille, ce qu'ils ont dans leur compte, parce qu'ils sont dans une sensation de richesse qui les rend heureux, alors que c'est que des chiffres sur un ordinateur. Et pourquoi? Parce qu'on est dans une logique de monnaie dette, qui est une monnaie d'accumulation, de monnaie de stock. Et en fait, ça m'amène à la monnaie libre de dette. Parce que tout à l'heure, j'en reviens encore avec ce concept, parce que je me trotte dans la tête la dette de vie. Quand on rembourse la dette à la société, quand on rembourse une dette et qu'on a une dette, c'est qu'on est en train de brûler la dette. C'est-à-dire que la monnaie va brûler d'une certaine façon la dette. J'ai remboursé à la société ce qu'elle me doit. Mais moi, je le vois encore une fois d'une façon inverse. Alors, j'ai envie de dire que je suis plus optimiste. Et les mots que je vais utiliser tout à l'heure, j'ai dit investissement au lieu de dette pour l'infini, etc. J'ai envie de dire, moi, la monnaie libre de dette, c'est quoi? C'est j'ai donné mon énergie à la société, qu'elle soit par ma sueur, la force physique, ou par mon intelligence, et je vais la mettre comme dans un thermos. Je vais mettre mon énergie dedans. Ça, c'est la monnaie qu'on va me donner. Et voilà, maintenant, je peux repousser à plus tard mes achats. C'est-à-dire que j'ai gagné le pouvoir d'utiliser plus tard mes achats. Alors, il y a quelqu'un qui dit ben non, même quand la monnaie est libre, c'est pas vrai, parce que comme il y a une convention dans la société que tu pourras l'utiliser à tout moment dans n'importe quel magasin, c'est quand même la dette, la société te doit une dette. Donc, ta monnaie libre n'est pas une monnaie... c'est pas vrai. Parce que quand la société a une dette, qui, dans cette société de chenapan, là, qui sera le premier à vouloir dire « Moi, je veux payer ma dette que j'ai envers toi parce que tu as une monnaie libre ». Personne. Au contraire, ils se battent tous pour l'avoir, cette monnaie-là. C'est-à-dire que par le marketing, par les soldes, etc., ils veulent tous que tu leur donnes ton argent. Et donc, c'est pas une monnaie dette, la monnaie libre, c'est une monnaie purement libre. Et je pense que Bruno, je pense que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la monnaie vraiment qu'on utilise de nos jours, la monnaie fiat, la monnaie dette, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais moi, quand je travaille et qu'on me donne un salaire, je n'ai pas de dette. Pourquoi est-ce que vous dites que la monnaie, c'est une monnaie dette? Parce que moi, que j'ai des billets dans la poche.
Ouais, ils n'arrivent pas à le comprendre. Oui, mais attends, il y a deux sens à la monnaie dette. Parce que il y a le sens plus théorique, la monnaie en tant que pouvoir d'achat, c'est une créance. C'est pour ça qu'on devrait utiliser un jeton. Dette créance, la créance, parce que c'est comme on dit, hein, je loue un appartement, tu sais pas si c'est toi qui loue, qui est le loueur ou qui est le locataire. Ouais. Là, c'est pareil pour la dette. Longtemps, il n'y a pas eu la différence. Hein. Tandis que là, la monnaie pouvoir d'achat, c'est une créance que tu as sur la société qui reconnaît la monnaie qui a pour nom le nom de la société, en gros. Hein. Et la monnaie dette, souvent, c'est entendu comme la monnaie de crédit bancaire ou de débit bancaire qui est créée et qui est la dette du banquier. Et qui s'est appropriée et qui, en fait, au lieu d'être une créance sur la société, c'est une créance sur la banque seulement. Hein. D'accord. Ouais, et donc, il faut vraiment essayer d'utiliser des termes un peu différents. Alors, ce que je voulais dire, moi, c'est que la fiat monnaie, dans le monde anglo-saxon, quand tu prends la moderne monetary theory, tous ceux qui sont la gauche, qui réclament que maintenant, on réduise la part de la monnaie émise par le système bancaire et que ce soit directement la banque centrale qui émette de la monnaie dans le public, et ils appellent ça de la fiat monnaie, mais en fait, ça pourrait être une monnaie au niveau qui chapeaute la société. Mais sinon, si c'est une monnaie publique, c'est aussi une monnaie de crédit. Justement, parce que le crédit, c'est pas que mauvais que le crédit. Hein. Il y a des tas de gens qui ont envie de s'endetter. Quand tu travailles avec, moi je travaille avec des collègues, travaillent en Inde, des femmes, accéder à de l'endettement, c'est une reconnaissance sociale et ça leur permet, si elles ont un projet productif réel, d'acquérir la liberté et d'arriver à améliorer leur subsistance. Pareil pour l'État et la fiscalité. Si tu veux, quand tu as un trésor public émet de la monnaie que les anglo-saxons appelleront fiat, pour moi, c'est pas de la fiat monnaie. Elle est gagée, elle est ancrée sur le pouvoir fiscal de l'État. Et c'est une monnaie de crédit au sens où elle anticipe, cette émission va anticiper sur un surcroît de production que le fait que tu vas dépenser, que l'État va dépenser un surplus en augmentant par exemple les salaires du personnel de santé, eh bien ça va faire des effets multiplicateurs qui vont faire que il va y avoir augmentation, ça va développer l'économie et il va y avoir une multiplication et qui fait que l'État va avoir un supplément d'impôt et qui va redétruire cette dette comme les banquiers annulent la dette, dans la mesure où elle va lui revenir, hein, et même en supplément. Et donc, il faut arrêter de voir l'État uniquement comme un prédateur, un impôt prédateur qui finance. Les États modernes dans le salariat, ils socialisent aussi la production. Et toute la production des services publics non marchands, alors, et c'est une production. Et si on a un projet pour développer cette production, il faut émettre de la monnaie pour développer cette production. Alors, elle sera sans intérêt, cette monnaie, parce qu'il n'y a pas de profit dans le service public. Et que l'intérêt dans le crédit bancaire qui finance des entreprises qui font du profit, l'intérêt, c'est une participation à ce profit. C'est comme ça que ça se légitime, hein. Pas comme ça que ça fonctionne, parce que en fait, il y a la sphère financière qui vient détourner tout cet argent des banques vers de l'accumulation fictive, etc. Et les marchés financiers, le rôle des marchés financiers qui vient perturber. Mais si tu veux, c'est très important de garder ça, à mon avis, en tête. Et au lieu de parler de monnaie dette, on pourrait parler de monnaie de crédit. Et c'est ça, ce qui est critiquable, c'est pas l'existence de ces monnaies de crédit, c'est l'usage qui en est fait et les détournements qui en sont faits dans le sens d'une domination sociale
et du fait qu'il y a une sorte de corruption de la sphère politique par cette logique de la monnaie de crédit bancaire avec recherche d'intérêt et donc de profit, et tirer profit de l'État tout autant que tirer de profit de la consommation des ménages, que tirer de profit et des entreprises, etc. Et donc c'est, si tu veux, c'est l'idée qu'il faut avoir une vision plurielle de la dette et des formes de la monnaie et des logiques d'émission de la monnaie. Et que ce qui est tout à fait critiquable, c'est évidemment le néolibéralisme, c'est le monopole de la monnaie de crédit bancaire sur l'ensemble de l'économie et donc des banquiers appuyés, adossés au marché financier, tout ce que tu fais, toi, dans ta critique. Mais ne pas oublier que la société ne se réduit pas au marché financier, etc. Et donc, on a d'autres logiques dans la société, tant qu'elles sont démocratiques, c'est-à-dire il n'y a pas que la liberté, le droit d'abuser, etc. Il y a aussi une tension avec le principe d'égalité, si on veut, démocratique, entre les individus dans une société, et aussi avec la notion de fraternité qui renvoie en fait à la notion d'échange mutuel. Alors, quand on dit aussi pour la monnaie, encore juste une petite dernière remarque. Quand on parle de dette sociale, ce qui est intéressant des dettes sociales, c'est qu'on est à la fois créancier et débiteur. C'est-à-dire que on est créancier on est créancier sur l'État parce que on est souverain et il nous doit la protection. Il nous doit la santé, il nous doit d'entretenir, de donner un accès à la santé, de donner un accès au travail, à la santé, etc. Et par contre, c'est nous la société aussi. Et donc, c'est nous les débiteurs aussi, à travers l'impôt et cotisation sociale. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est socialisé. C'est-à-dire que si tu es en bonne santé, tu vas payer pour ceux qui sont malades. Mais tu ne vas pas nécessairement revendiquer d'être malade pour récupérer tes avances que tu as payées pour les autres. Tu vois ? Et donc là, on est dans une logique qui est très Europe continentale, les systèmes de sécurité sociale à base mutualiste, à base de réciprocité mutuelle. C'est pas purement étatisé. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, à ce moment-là, on voit bien que tu es dans un autre type de relation sociale et alors, il n'est pas forcément fondé sur une morale vertueuse, mais on est obligé de participer à ce système en même temps dont on profite et que c'est un principe de vie en société qui utilise la monnaie. Mais selon le modèle des dettes de vie, et là on est bien dans la question de la dette de vie avec ses services publics, parce que c'est eux le capital de vie, etc. Là on est en plein dedans. Et on est donc dans un mode de paiement de ces dettes-créances de vie qui est hors marché, si tu veux, d'une certaine manière, même s'il s'articule au marché. Alors, je vais rester quand même dans cette idée de monnaie-dette, parce que la monnaie-crédit, c'est un peu trop positif. Là, on parle du côté positif, du côté créance, etc. Et pourquoi je vais rester dans l'idée de monnaie-dette? Parce que déjà, c'est une dette de démocratie. Parce qu'une fois qu'on rentre dans des logiques de monnaie-dette et où ce sont les mêmes qui vont accumuler, on le voit avec le temps, après un cycle qui a commencé avec Bretton Woods, vers la fin des années 60, début des années 70, ils ont repris le pouvoir, les cupides. En 20-25 ans, ils ont eu le temps de récupérer l'argent qu'il fallait pour acheter les médias et imposer leur agenda politique néolibéral qui a commencé vers la fin des années 70, c'était l'apothéose dans les années 80 avec Reagan ou Thatcher. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de rester dans l'idée de monnaie-dette. Mais pas seulement une monnaie-dette démocratique, mais aussi une monnaie-dette écologique.
parce qu'on le voit depuis les années 70, cette monnaie de dette qui n'a pas de limite, parce que c'est détaché des accords de Bretton Woods et de l'adossement à l'or qui est physique et qui est en quantité finie, on a commencé à avoir des exponentielles dans tous les sens, et notamment dans la consommation carbone qui est niée, parce que si on nie la dette écologique, eh ben, on permet au système de se perpétrer. Et je vois des gens très très bien nier cette dette écologique. Donc j'ai envie de rester aussi, encore une fois, dans l'appeler monnaie dette par rapport à la dette écologique. Et la dette, la monnaie dont je rêve, et j'espère que, je sais pas, dans 50 ans, il y aura 2 personnes à notre place avec d'autres systèmes qui parleront de la monnaie flux. Parce que pour moi, la monnaie, c'est la monnaie comme le sang dans le corps, c'est de la monnaie flux, c'est quelque chose qui tourne, qui passe d'un organe à un autre et qui nous fait vivre. Et cette monnaie flux, c'est une monnaie jeton, c'est une monnaie court terme, c'est-à-dire que c'est celle qui permet qu'il y ait le commerce. Et le commerce, c'est quoi? C'est je te donne, tu me donnes, ah, tu as fait ça, ah, je te donne un cours de maths, etc. Donc, je rêve vraiment, vraiment qu'à un moment, toutes ces discussions, un jour, ils tombent dessus ou les écrits. Et j'invite tout le monde, vraiment tout le monde qui écoute cette vidéo d'aller lire tes écrits, parce qu'ils sont très, très enrichissants. Et j'espère que les gens vont tomber justement sur toutes ces discussions autour de la monnaie et qu'ils arriveront à créer dans le futur une monnaie qui soit une monnaie flux, qui soit la monnaie de la vie, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans ce que je te disais sur le système de réciprocité mutuelle avec lequel fonctionne le système par répartition de la sécurité sociale, la monnaie là-dedans, c'est un pur flux. Ah oui. Elle n'est jamais stockée, elle est tout de suite redonnée à quelqu'un qui va l'utiliser quand il en a besoin et qui après, lui, va la rendre quand il n'en aura plus besoin, que ce sera d'autres qui auront besoin. Et donc, on a une monnaie flux, là, évidemment. Et c'est des monnaies qui ne sont pas porteuses d'intérêt. C'est la monnaie gratuite que le néolibéralisme, c'est l'ennemi de la théorie financière, la monnaie gratuite. Parce qu'elle ne permet pas de soutenir la vision qu'ils ont de ce qu'est une bonne économie. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête là maintenant. Ouais, voilà, on a dépassé, ouais, c'est super. Ouais. En tout cas, c'était très intéressant, j'ai beaucoup appris. Voilà. Merci. Je vais replonger dans ton dernier texte parce que j'ai pas eu le temps de le finir. Et voilà. Bon, donc, merci à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Et, Bruno, est-ce que tu as un site internet où est-ce qu'on peut voir tes écrits J'ai un site Academia. Academia. Ok. Academia et ResearchGate. Ah. Academia où bon, il suffit de s'inscrire. Hein, ouais. On peut accéder à des textes. ResearchGate aussi, ce que j'utilise souvent. Ok. Hein? Academia et ResearchGate. Ok. Oui, c'est moins complet, c'est moins de trucs. D'accord. Ok. Ben, moi, pour ceux qui veulent un peu voir les idées, c'est soit sur le blog Mediapart ou sinon sur Twitter. Et c'est @Anis_Lajnef. En tout cas, ben, merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et à très bientôt et merci aux organisateurs. Merci. Ciao. Ciao. Je sais pas.